Ok, tout le monde est prêt? Cette équipe a pour mission de protéger l'un des animaux les plus menacés d'Afrique. On a moins d'une semaine et il y a du boulot. C'est une course contre la montre. N'oubliez pas, une fois devant elle, tenez-la, accompagnez-la, n'essayez pas de forcer. Ok, prêt? La girafe. Elle a un très grand cou, mais aussi plus d'une tonne de muscles. Et un coup de pied mortel. La fléchette est plantée, on y va. Ok, top départ pour les renforts, top départ. Barrez-lui la route. On se prépare. Prêt? Ok, stop! Ok, go! Go, 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 go! Ces hommes sont les soldats de la conservation. Une petite équipe... Levez la corde, levez la corde! Attention, tendez-la! Au sein d'une organisation mondiale. Ils sont 10 000 scientifiques. Aux 4 coins du globe. Dans les forêts. Les montagnes. Les déserts. Et tous les océans. Chacun étudie un animal différent. La grenouille tomate. L'éléphant. L'albatros. Le lion. Les requins. Le maquis noir et blanc. Magnifique. Ensemble, ils participent au projet de conservation le plus ambitieux jamais mis en œuvre. C'est le baromètre de la vie. Son nom, la liste rouge. 160 000 espèces y sont recensées. L'objectif est de savoir combien il en reste et comment les protéger. C'est ce qui régit toutes les décisions que nous prenons. C'est le plan pour tenter de réparer notre planète. La vie sur Terre en dépend. Découvrez quelques-uns de ceux qui contribuent à la liste rouge et qui risquent leur vie pour protéger de l'extinction les animaux qu'ils aiment. Allez-y! Julian Fennessy et son équipe ont sédaté leur première girafe. Faites-la tomber! Ils ont 9 minutes pour l'équiper d'une balise GPS qui pourrait lui sauver la vie. Allez! Il faut faire vite. Retenez-la! 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 Cette corde est l'unique moyen de mettre la girafe à terre sans danger. Ok, super. On lui bande les yeux. Croisez ses pattes! Croisez ses pattes! Allez, on se dépêche. Elle doit rester au sol le moins longtemps possible. Il faut faire vite. Ici, sur le thorax. Attention à ce qu'elle respire bien. Il doit nous rester 2 minutes. Il faut la relâcher rapidement. La balise est installée. Il faut la tourner vers l'extérieur. Ok, prêt? Super, ça va tenir. Ok. Un par un, les hommes s'éloignent de l'animal. Un, deux. C'est fait. Ouf. À peine 9 minutes plus tard, elle peut rejoindre sa famille, passer du temps avec ses copines, bref, faire des trucs de girafe. Je suis content. Elle va bien et elle nous donnera des informations pendant 1 ou 2 ans. Peut-être plus. Bravo tout le monde. Et d'une, il en reste 19 dans le nord de l'Ouganda. On a du boulot. Bravo. Bien joué, les gars. Grâce à cette balise, les chercheurs pourront suivre cette girafe et sa famille en temps réel. Et si elles sont en danger, ils pourront les secourir. C'est un nouvel avenir pour les girafes. Julian et son équipe sont sur le terrain, mais ils ne travaillent pas seuls.
Ils envoient leurs résultats au QG de la liste rouge, à Cambridge, en Angleterre. Les scientifiques, les ONG et les universités du monde entier transfèrent toutes leurs données ici. C'est le centre névralgique du réseau. Je travaille dans le nord du Kenya. Je travaille au Bhoutan. En Colombie. En Inde? En Zambie. Ouzbékistan, Kazakhstan, Russie et Mongolie. Chaque espèce est classée en fonction de son risque d'extinction. En haut de la liste, il y a préoccupation mineure. Ça signifie que pour le moment, tout va bien. En fonction du risque qu'elles encourent, les espèces peuvent changer de catégorie. Et, vous l'avez deviné, les rouges sont plus préoccupantes que les vertes. Lorsqu'un animal est déclaré en danger critique, on sait qu'il est à 2 doigts de disparaître. En à peine 6 ans, les girafes ont chuté de 2 places sur la liste rouge. Elles ont déjà disparu de 7 pays africains. Ce serait tragique pour notre monde si les girafes disparaissaient. En plus d'être une espèce emblématique du continent africain, elles jouent aussi un rôle écologique majeur. Elles pollinisent les plantes et disséminent les graines. Elles sont très importantes pour l'Afrique. C'est leur mode de vie qui les met en danger. Chaque jour, elles consomment 45 kilos de feuilles qu'elles arrachent avec leur énorme langue. Une langue bleue, pour éviter qu'elles n'attrapent des coups de soleil. Les girafes peuvent parcourir plus de 11 000 km par an à la recherche de nourriture. Mais aujourd'hui, les paysages sont majoritairement convertis en terres agricoles destinées à nourrir la population. Les humains réduisent le territoire des animaux. Les girafes sont acculées dans de petits îlots de verdure, éparpillés sur le continent. Depuis que Julian est né, la moitié des girafes ont disparu. Pour sauver les girafes, il faut savoir où elles vont afin de protéger ces zones. Quand j'étais petit, je ne m'intéressais pas aux animaux. J'aimais surtout le foot. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai fait une année d'études en Afrique du Sud et je suis tombé amoureux de la faune sauvage. Mon père est décédé cette année-là et j'ai réfléchi au sens de la vie. J'ai compris que je ne voulais pas passer la mienne derrière un bureau. Je voulais essayer de changer les choses. L'Afrique vous prend tout de suite aux tripes. Les données des balises arrivent. C'est presque en temps réel. On voit que l'une d'elles n'est pas allée bien loin. Elle n'a pas vraiment quitté la zone où on lui a posé la balise. C'est super. Si je vois que quelque chose ne va pas, je n'ai qu'à appeler l'agence ougandaise de protection de la nature pour lui demander d'envoyer une équipe sur place et d'intervenir. On n'aurait jamais pu faire ça il y a quelques années, c'est sûr. La technologie nous aide à protéger les animaux. Tout le monde en place? Comme l'indique la musique, il va y avoir de l'action. L'équipe doit poser une balise sur un jeune mâle, mais ces adultes sont imposants et dangereux. Et tellement cool, vous ne trouvez pas? Moi si. Capturer un mâle, c'est une autre paire de manches. Joli tir, la fléchette est en place. D'accord. Et dans cette zone? Pas maintenant, il a trop de force.
gauche, à gauche. Attention à son rythme cardiaque. Ne le poussez pas autant. On y est, c'est bon. Tirez, tirez. Ok. Tirez sur la corde. Même anesthésié, ce mâle reste très puissant. De l'autre côté. Tout le monde s'y met. Il est costaud, tenez-le. Attention à ses pattes arrière, pas besoin de tenir celle-là. C'est Luca, je l'ai appelé comme mon fils. C'est chouette de savoir qu'il est toujours dans le coin. C'est fait. Bravo David. On retire la fléchette. 20 girafes en moins d'une semaine dans tout le nord de l'Ouganda, c'était dingue. On a fait des centaines de kilomètres pour les trouver et elles vont toutes bien. C'est fantastique. C'est réellement fantastique. Ce serait génial d'arriver à sauver les girafes pour que plus aucun groupe ne disparaisse. C'est notre rêve à tous. Bravo, beau travail. Vous avez été parfait aujourd'hui. Bravo, c'était super, bien joué. Mais sur le continent africain, la partie n'est pas encore gagnée. Dès l'aube, Julian repart. Les missions s'enchaînent, car il y a toujours d'autres girafes à protéger. Aux quatre coins du monde, 10 000 scientifiques contribuent à alimenter la liste rouge. Quelque part en Asie, dans un centre tenu secret, un projet unique est en cours sur un félin particulièrement rare. Bill Wood et son équipe jouent les entremetteurs pour la panthère nébuleuse. Coucou, Cali. Gentille fille. Salut. T'es gentille. Je fréquente peu les humains, et beaucoup mes panthères. Salut les gars. Les panthères nébuleuses vivent cachées dans les forêts tropicales d'Asie. Tu es un bon petit gars. Ces chasseuses nocturnes voient très bien dans le noir. Elles sont arboricoles, possèdent des pattes courtes et solides et une longue queue en guise de balancier. Mais leur milieu naturel rétrécit et leur somptueuse fourrure attire la convoitise des braconniers. On estime que chaque année, 150 panthères sont tuées. Si rien n'est fait, elles risquent de disparaître pour toujours. L'objectif est d'augmenter leurs effectifs pour les relâcher dans la nature. Mais l'entreprise n'est pas évidente. Il n'existe aucun site de rencontre pour panthères nébuleuses. J'ai travaillé avec de nombreux félins, mais ces panthères méritent leur réputation d'animal le plus difficile à faire se reproduire en captivité. C'est un travail de chaque instant. Ces bébés sont nés il y a 1 mois. Bill et Nox, sa compagne, qui est assistante vétérinaire, les élèvent chez eux. Oh, regardez, cette petite patte, c'est trop mignon. Parce qu'ils sont nourris au biberon, ces petits n'ont pas peur de l'humain. Et cette absence de stress
augmente leurs chances de reproduction. Bill rêve de voir un jour leurs petits-enfants vivre libres dans la forêt. Ou chez moi. Bon, d'accord, ce n'est pas le rêve de Bill, mais plutôt le mien. On me demande parfois comment je fais. Et franchement, il n'y a pas que de la chance. C'est surtout de la persévérance. Je passe tout mon temps avec ces panthères, sans jamais baisser les bras. Dès l'âge de 4 mois, une étape très importante les attend. Ce mâle s'appelle Yang. Et on va le présenter à une femelle un peu plus âgée, Boone. Le secret, c'est de les mettre ensemble quand elles sont encore jeunes, pour qu'elles tissent un lien solide et qu'elles finissent par s'accoupler. C'est leur première rencontre, pourvu qu'elles s'entendent bien. Surprise! C'est moi, ton rencard. Vous savez quoi? Je crois que c'est un coup de foudre. Jouer renforce leur lien. Et une fois adultes, ces panthères auront peut-être à leur tour des petits. Même si, d'après sa tête, celle-ci ne veut pas d'enfants. Dommage. La reproduction en captivité présente cependant un risque non négligeable de consanguinité. Ce mâle pourrait bien être la solution. Il s'appelle Soi Dao. Il s'est fait tirer dessus alors qu'il dévalisait un poulailler. Parce qu'il est blessé et terrifié, il ne peut plus être relâché. Mais ses gènes sont essentiels pour le projet. Malheureusement, lorsqu'un mâle est présenté trop âgé à une femelle, il peut devenir dangereux. Les mâles sont très agressifs et beaucoup plus gros que les femelles. Ils ont de gigantesques canines. Et si une bagarre éclate, ils peuvent tuer la femelle ou la blesser grièvement. C'est au milieu de la nuit que Soi Dao est le plus calme. C'est le moment de lui présenter la femelle de la cage voisine. Je dois absolument être présent. Si jamais il se met à la poursuivre, j'interviendrai et je les séparerai avant qu'il y ait des blessés. Il n'a jamais vraiment attaqué, mais mieux vaut rester prudent. Soi Dao est dans la cage de droite. La femelle est à gauche. J'ai ouvert la trappe. Soi Dao est en train de passer dans l'autre cage. C'est bien qu'il aille chez elle. Il reste au sol. On ne veut pas que les mâles montent, parce qu'une fois sur les perchoirs, ils font peur aux femelles. Là, ça va. C'est pas bon. Il escalade les rondins. Ah, et elle commence à avoir peur. Bon, faut que j'aille les séparer. Ceci n'est pas une parade nuptiale, c'est une course-poursuite. Bill intervient. Soi Dao. Et Soi Dao retourne dans sa cage. La femelle n'est pas blessée, mais il n'y a plus désormais aucune chance d'accouplement.
C'est un coup dur pour le programme de reproduction. Ces gènes sont précieux. Je ne vais pas baisser les bras. Le projet a besoin des gènes de Soidao. Heureusement, il existe un autre moyen de les obtenir, grâce à la médecine de pointe. Pierre Comizzoli est vétérinaire et arrive de Miami. Ce spécialiste aide les espèces menacées à se reproduire. J'ai travaillé sur les guépards en Namibie et sur le panda géant. Mais la reproduction des panthères nébuleuses reste un mystère. Elle diffère de celle des autres félins. Le problème avec ces animaux, c'est qu'on ne comprend pas bien comment leur reproduction fonctionne. J'ai pratiqué près de 100 interventions sur ces panthères. Et sur 100 inséminations artificielles, je n'ai obtenu que 3 bébés. L'équipe commence par prélever le sperme de Soidao. Puis elle prépare la femelle. En soi, la procédure d'insémination artificielle n'est pas dangereuse pour l'animal. L'instant critique, c'est l'anesthésie. Bien, je vais pratiquer une petite incision. Ok, allez, caméra. On doit vérifier la présence d'ovules dans les oviducts. Il y en a 3 ou 4. C'est bien, une ovulation multiple, c'est ce qu'il nous faut. On va y aller. On a le sperme? Ok, allez-y. Voilà. Quelques points de suture. C'est fini. Les chances de réussite sont minces. Mais en attendant, il y a une bonne nouvelle. Préparez-vous à faire... Oh! Tadam! Ce bout de chou ne doit rien à la médecine moderne. Il est né grâce au talent d'entremetteur de Bill. Bill a su choisir ses parents avec soin. Et il espère qu'un jour, les descendants de ce bébé s'ébattront librement dans la forêt. La conservation porte ses fruits, mais il faut faire plus. On peut changer les choses, il suffit de le vouloir. Les baleines à bosse sont la preuve que la conservation fonctionne. Dans les années 60, l'industrie de la pêche a failli provoquer leur extinction. Mais des gens se sont battus. Et la pêche à la baleine a été interdite. Contre toute attente, les effectifs se sont reconstitués. Depuis 1966, le nombre de baleines à bosse est passé de 5 000 à 135 000. Ce qui représente une augmentation de... je sais pas, beaucoup. Mais c'est la preuve qu'on peut changer les choses. Et c'est cette conviction qui animait le fondateur de la liste rouge, Al Coolidge. Al était zoologue et explorateur. Il a parcouru l'Afrique dans les années 30 à la recherche d'animaux encore inconnus. Après avoir combattu lors de la Seconde Guerre mondiale, il a rédigé la liste des 27 animaux les plus menacés selon lui. Son objectif était d'agir au plus vite pour les sauver. Cette simple liste, écrite il y a 70 ans, rassemble aujourd'hui 10 000 scientifiques.
Chacun se bat pour l'animal qu'il aime. Même dans les jungles où la guerre fait rage. En République démocratique du Congo. Dans cette forêt primaire, vit un animal gravement menacé. Hé, salut toi! C'est le plus grand de tous les primates. Le gorille de Groer. Les gorilles peuplent les forêts africaines depuis 10 millions d'années. Ils savent dénicher tous les arbres fruitiers et toutes les plantes comestibles. Un savoir qu'ils se transmettent de génération en génération. Ils nous observent avec beaucoup d'attention. Ils nous étudient. Un échange secret entre nous. Ce dos argenté pèse 180 kg. Il s'est forgé cette imposante musculature en mangeant uniquement des fruits et des feuilles. Pas besoin de faire du sport. Il est prêt à défendre sa famille en cas de menace. Fort, puissant, et pourtant doux et sûr de lui. Ça me plaît. Ce sont les créatures les plus pacifiques de cette forêt. Damien Caillot et Urbain Ngobobo étudient les gorilles pour la fondation Dian Fossey. Il faut absolument protéger les gorilles de Groer. En les observant, on en apprend beaucoup sur nous. Ils sont en quelque sorte notre pendant sauvage. Cette famille est étudiée depuis 18 ans, ce qui explique qu'elle soit si à l'aise en présence d'êtres humains. Elle est aussi en sécurité, et pour cause. Elle vit dans un parc national, sous haute protection. Chaque gorille est suivi par un garde du corps, 365 jours par an. Chaque fois que ces gorilles se déplacent, leurs gardiens les suivent de près pour empêcher toute tentative de braconnage. Mais la plupart de leurs congénères n'ont pas cette chance. Ils se cachent dans des forêts encore inexplorées. Personne ne sait combien ils sont au-delà des limites du parc, parce que des groupes de rebelles armés sévissent dans la région. Damien et Urbain doivent pourtant s'y aventurer. La République démocratique du Congo est l'une des zones les plus instables d'Afrique. Le pays est ravagé par les guerres et les conflits armés depuis près de 25 ans. 5 millions de personnes ont été tuées. C'est un désastre. Les gens sont affamés. Beaucoup sont armés et il n'y a aucune agriculture. Il n'y a pas de marché sur lesquels acheter de la viande d'élevage. Seule la viande de brousse est disponible. Les gens d'ici chassent les gorilles parce qu'ils ont besoin de viande pour survivre. Tous les ingrédients d'une catastrophe écologique sont réunis. En seulement 20 ans, on estime que les gorilles sont passés de 17 000 à environ 3 000. Ce qui les place dans la catégorie la plus préoccupante. Le gorille de Groer est classé en danger critique sur la liste rouge. 10 millions d'années d'évolution pourraient disparaître à tout jamais. Le Congo et les gorilles sont indissociables. Il n'y a pas de Congo sans gorilles.
Et pas de gorilles sans le Congo. Damien et Urbain partent en mission pour la liste rouge. Un gigantesque groupe de gorilles de Grower aurait été vu dans les forêts de l'Ouest. Ce serait le plus important à ce jour. Trouver ces gorilles constituerait un argument de poids pour obtenir que la zone soit protégée. Trois jours de marche sont nécessaires. Les deux hommes découvrent alors un premier indice de la présence des primates. Regarde. Un nid de gorilles. C'est peut-être celui du super groupe qu'ils recherchent. Il y a des poils dans le nid. Regardez la couleur. C'est ici que le dos argenté a passé la nuit. Tous les gorilles de Grower construisent des nids. Ils en font un nouveau chaque soir au coucher du soleil. Parfois au sol, parfois dans les arbres. Couchés sur de douillets matelas de feuilles et de branchages, ils dorment 12 heures par nuit, les petits bien au chaud dans les bras de leur mère. C'est une découverte importante pour les deux chercheurs. Il y a des nids par là. On va noter les coordonnées GPS. Oui. En voici un premier. Et il y en a quelques autres de ce côté. En comptant le nombre de nids sur ce site, il y en a dans les arbres. Ils peuvent estimer la taille du groupe. Ils sont nombreux. Ouais, c'est clair. C'est génial. On sait qu'on est sur la piste d'un groupe de gorilles qui comprend au moins 30 individus. C'est fantastique et sûrement très rare. Depuis 20 ans, des groupes armés se cachent dans ces forêts. Et lorsqu'ils attaquent, c'est de nuit. Mes hommes ont été kidnappés 4 fois. Par le même groupe de rebelles actifs dans cette zone. C'est très dangereux. Mais si on baisse les bras et qu'on abandonne les gorilles à ces rebelles, ils agiront à leur guise. On est prêt à mourir pour ces animaux. C'est le prix qu'on est prêt à payer pour les protéger. Damien et Urbain sont à la recherche d'un nouveau groupe de gorilles dans les forêts de la République démocratique du Congo. Pour les aider, les hommes disposent d'un outil très perfectionné. Un drone équipé d'une caméra thermique. C'est la première fois qu'ils l'utilisent. C'est bon. Le drone vole en pilote automatique selon un plan préétabli. On espère apercevoir des points lumineux à l'écran qui indiqueraient la présence de grands singes. T'as vu? Ici.
Bingo. Il y en a d'autres? C'est incroyable. Ce drone peut trouver des gorilles cachés dans les forêts. Il pourrait leur sauver la vie. On les voit. Ils sont sur le bord de l'image. On ne contrôle pas la trajectoire du drone, mais c'est formidable. C'est super. Ouais, on les voit même bouger. On a trouvé les gorilles. Ils doivent maintenant les observer de plus près pour vérifier s'ils sont en bonne santé. Urbain! Ici! On vient de trouver 2 belles empreintes d'articulation. Le gorille est passé en marchant comme ceci. Les empreintes sont récentes. Ils ne doivent plus être loin devant nous. On se rapproche. On est sur leur piste. Je vois des traces à 1 mètre de moi. Ils ont peut-être traversé cette vallée et gravi la colline. On écoute pour voir si on les entend se déplacer sur le flanc opposé de la vallée. On entend un gorille qui mange par là. À 50 ou 60 mètres, c'est dur à dire. Ça signifie que le groupe ne s'éloigne pas et qu'il n'a pas peur de nous. Ces gorilles n'ont sûrement jamais vu d'être humain. Si le gorille charge, rapprochez-vous de moi et mettez-vous derrière moi. Je ferai bouclier. Surtout ne courez pas. Reculez. Pas trop vite. N'ayez pas l'air de fuir. Mettez-vous derrière cet arbre à gauche. Damien imite le gorille pour montrer qu'il n'est pas une menace. C'est une prise de contact. Il se rapproche. Il essaye de nous impressionner. Il y a des branches qui s'agitent. Il bouge. Là, là. En bas. Coucou, je te vois. C'est fantastique d'observer ces gorilles. Des animaux sauvages qui n'ont jamais vu d'être humain. C'est fou de se dire qu'ils pourraient nous tuer. Ils sont tellement plus forts que nous. Et pourtant, leur premier instinct, c'est la curiosité. Ces gorilles sont aussi intrigués par nous que nous par eux. L'observation doit néanmoins rester brève. Pour leur propre sécurité, ces gorilles doivent rester méfiants envers l'humain. On a pu observer quelques individus. Ils sont en bonne santé, tout va bien. Ils sont nombreux. On a appris ce qu'on voulait. Maintenant, on va les laisser en paix. Dorénavant, Damien et son équipe seront les anges gardiens de ces grands singes.
Ils les observeront, toujours à distance raisonnable. Je te vois encore. Et pour les protéger, ils font appel aux meilleurs. On a recruté d'anciens braconniers. Aujourd'hui, ils les traquent pour aider à les protéger. Chaque jour, ces hommes patrouilleront la forêt et surveilleront les primates en silence. Grâce à eux, les gorilles du Congo auront peut-être un avenir aussi long que leur passé. Toutes ces petites réussites sont les histoires qu'il faut raconter au grand public. Le monde change à toute vitesse. Bien souvent, il n'y a que des mauvaises nouvelles au journal. Les bonnes nouvelles ne passent jamais à la télé. La faune peut se reconstituer, mais il faut du temps et beaucoup d'efforts. Ce sera difficile, il y aura des échecs, mais je sais qu'on réussira. On peut changer les choses. On peut décider de laisser ces espèces disparaître ou faire en sorte qu'elles survivent. On sait que le temps presse. Et on agit au nom de toutes les espèces de notre planète. C'est pourquoi les scientifiques de la liste rouge sont partout, même en plein cœur des villes. Comme à Jakarta, la tentaculaire capitale de l'Indonésie avec ses 10 millions d'habitants. Dans les rues commerçantes bondées, tout est à vendre. Carlina Indraswari déambule sur le marché aux oiseaux. C'est le plus grand du monde, avec 250 étals sur 3 niveaux. Elle mène l'enquête afin de découvrir quelles espèces sont en vente et quel est leur statut sur la liste rouge. Elle doit absolument passer inaperçue. Je ne peux pas afficher ma tristesse en voyant tous ces oiseaux sur le marché. Sinon, les gens vont se demander ce qu'il se passe. Je dois faire semblant de trouver ça super pour qu'ils acceptent de répondre à mes questions. Le martin à ventre blanc est vulnérable. 70 000 roupies, ça fait dans les $6. Certains de ces oiseaux sont issus d'élevage. Mais beaucoup d'autres ont été prélevés dans la nature. Des pics verts. Des geais. Et même des bébés hiboux. Même s'il y a de plus en plus d'élevage, des gens continuent à capturer des oiseaux dans la nature pour les revendre à des intermédiaires ou à des négociants dans l'espoir de se faire un peu d'argent. Pour différencier un oiseau d'élevage d'un spécimen sauvage, il suffit d'observer leur degré d'agitation. Ils n'ont pas l'habitude des cages, alors ils volent dans tous les sens.
J'ai bien l'impression que celui-ci est sauvage. Il veut s'envoler, mais il ne peut pas. Il est prisonnier de sa cage. Les Indonésiens aiment garder des oiseaux chanteurs en cage. C'est à la fois une tradition et un marqueur social. De là est née toute une industrie de la capture, qui opère à la limite de la légalité. Je n'explique pas en détail à mes parents ce que je fais, pour ne pas les inquiéter. Ils savent que tous les négociants d'oiseaux appartiennent à de gros réseaux et que ce sont en fait des réseaux criminels. Ces dernières années, avoir des oiseaux est devenu très populaire, ce qui ne doit rien au hasard. Les concours de chant d'oiseaux sont un sport national. Les juges écoutent les participants et lancent de petits fanions pour leur attribuer des notes. Les oiseaux en cage chantent à tue-tête. Le public a ses favoris. Ils sont choyés par leurs propriétaires. Dans les plus gros concours, la première place rapporte plus de 70 000 $. C'est 20 fois le salaire annuel moyen. Certains oiseaux sont nés en captivité, mais d'autres viennent de la forêt, car beaucoup pensent que les oiseaux sauvages chantent mieux. Résultat, les forêts se vident. Carlina collabore avec une petite association indonésienne qui enquête sur les marchés aux oiseaux. Elle compile ces informations. On estime qu'il y a plus de 20 000 oiseaux sur ce marché, après un seul jour d'enquête. Des marchés semblables existent dans tout le pays. On pense que plus de 4 millions d'oiseaux sont arrachés à la nature chaque année et que ce chiffre continue d'augmenter. Il est capital de savoir d'où viennent ces oiseaux. Pour démanteler les réseaux illégaux, il faut remonter à la source des chaînes d'approvisionnement. Il est minuit sur une aire de repos de la principale route menant à Jakarta. Carlina et son collègue Marison font le guet. On nous a dit qu'une cargaison devait passer par ici. On voudrait prendre des photos. Un camion arrive. Ce ne sont pas des oiseaux, mais des graines. Soudain, un second camion approche.
Équipé de caméras cachées, le duo va enquêter. Le camion est plein de cartons. Des oiseaux chanteurs. Il faut déterminer leur provenance sans éveiller les soupçons. Et d'où ils viennent? De Lampung. Lampung? Lampung est une ville située sur l'île de Sumatra. Carlina va devoir infiltrer ce réseau mafieux. La forêt tropicale qui recouvre Sumatra est spectaculaire. Mais elle est au cœur du trafic d'oiseaux chanteurs. Voici le plus grand port de l'île. Chaque jour, 20 000 véhicules passent par ici. Et certains transportent illégalement des oiseaux. Ce soir, Carlina et son équipe vont aider les autorités à fouiller les véhicules suspects. RAS. D'après leurs sources, des milliers d'oiseaux passent par ici chaque semaine. Mais où sont-ils? Peut-être que les trafiquants ont été prévenus. On a trouvé un homme. L'un des hommes repère un colis suspect. Une colombe. Mais il n'y a qu'un seul oiseau. Quelques saisies sont effectuées. Des géopédies zébrés. Mais rien de probant. Le soleil se lève. Ils sont sur place depuis 12 heures. Les trafiquants sont encore une fois passés à travers les mailles du filet. Soudain, un bus arrive. Il vient de Lampung. C'est pas vrai. Non. « 1560 oiseaux destinés au marché et classés en danger sur la liste rouge. » Non. Non. Carlina prend des photos qui serviront de preuve. Ils vont mourir là-dedans. Non. Le chauffeur de bus est pris la main dans le sac. Imaginez être enfermé et entassé dans le noir. On vide les forêts. Tout ça pourquoi? Il faut faire vite et ramener les oiseaux dans leur milieu naturel. Non loin de là, une forêt est protégée des braconniers. Il faut libérer les oiseaux
tant qu'ils ont encore des forces. Ils sont rapides. Ça fait plaisir à voir. Ça prouve qu'ils ont encore de l'énergie. Je les entends chanter. Ça veut dire qu'ils sont heureux d'être enfin libres. Ces victoires prouvent qu'il reste un espoir. Je vais continuer à me battre, continuer à y croire et à demander aux gens de se joindre à moi, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Je pense que l'espoir est ce qui compte le plus dans notre travail. Il ne faut jamais abandonner, jamais. Il y a de l'espoir. La situation n'a jamais été aussi grave. Mais les conservationnistes ne lâchent rien. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La spécialiste des lémuriens, Josiah Razafin Dramanana, est en mission sauvetage. Elle est le dernier espoir de ces deux Varirus. Le tireur est prêt à endormir l'animal. Ça m'angoisse un peu, mais il ne faut pas faire de bruit. Il les a en ligne de mire. Il l'a raté. Ils sont trop hauts. On va attendre qu'ils redescendent. Bientôt, ces arbres seront rasés et ces deux lémuriens n'auront nulle part où aller. Si on ne les retire pas de cette zone, ils ne survivront pas. Les lémuriens ne vivent qu'à Madagascar et, ça ne vous a pas échappé, ils sont adorables. Ces primates partagent un ancêtre commun avec nous. Ils sont intelligents. Ils ont une vue excellente. Entretiennent des liens familiaux étroits. Et ont des mains semblables aux nôtres pour s'agripper aux branches. Mais les forêts malgaches disparaissent. Chaque jour, plusieurs hectares sont rasés au profit de l'urbanisation et de l'agriculture. Les lémuriens sont acculés. 94% des espèces de lémuriens sont désormais classées en danger d'extinction. C'est le groupe de mammifères le plus menacé de la planète. Josiah tente de sauver ces deux Varirus. Mais il faut d'abord les attraper. Ensuite, elle les relâchera plus loin, dans une forêt protégée. C'est risqué, mais il n'y a plus d'autre solution. Il ne reste que 3 arbres de l'espèce dont ils se nourrissent. Leur survie est menacée. C'est tout leur environnement qui a été détruit. La tâche s'avère compliquée. Ils sont rapides et évoluent à 12 mètres de haut.
il l'a eu. Maintenant, on attend que l'animal tombe. C'est la partie la plus risquée de la mission. Le filet doit être positionné avec précision. Oh non, attention! Ouf! Ok. Super. Bravo! Génial! Mais vous devriez quand même prendre un filet plus grand. Je suis tellement contente. Le tout premier au monde. Je suis heureuse de pouvoir le sauver de son habitat ravagé. Et d'un. Mais il y en a un deuxième. La fléchette atteint sa cible. Mais le vari grimpe encore plus haut dans les arbres. Il ne bouge plus. Être sédaté à une telle hauteur est très dangereux pour l'animal. Il s'accroche aux branches et il cherche le meilleur endroit pour s'endormir. Le filet est en place, mais l'anesthésiant tarde à agir. Attention! Là-bas, là-bas! De ce côté! Il a changé de branche. Déplacez-vous. Il va de l'autre côté. Déployez le filet et mettez-le plus haut. Déployez le filet plus haut. Vous l'avez attrapé? Bien joué. Et de deux. Ils ont pris un plus grand filet. C'était mon idée. Merci, Lina. Merci, Je suis soulagée. C'est trop bien. Que t'es mignon. C'est un mâle. Cool. Oui. On a un couple. Génial. L'équipe retourne au campement. Les lémuriens sont encore endormis. C'est l'occasion de leur faire un bilan de santé complet. Les pocheries sont à quel juste? C'est quel loin? Oh. Les deux varis sont prêts à être relâchés. Ils sont équipés de colliers radio pour permettre à Josiah de suivre leur déplacement dans leur nouvelle forêt. Leur survie est un enjeu majeur. Car le danger ne concerne pas que les lémuriens. Si les lémuriens ont besoin des arbres, les arbres aussi ont besoin des lémuriens. Ce sont eux qui consomment leurs fruits et qui disséminent leurs graines. Sans ces primates,
bon nombre des arbres emblématiques de Madagascar disparaîtront. Ça me dépasse. Tout ça aura disparu quand mon fils sera grand. J'ai eu la chance de pouvoir contempler la forêt et la beauté de la nature. Mais la génération suivante en sera privée. Elle verra ça dans des livres, et c'est tout. C'est très triste. Cette mission de sauvetage est un pas de plus dans la protection des lémuriens et de la forêt. On a de la chance d'avoir un couple, un mâle et une femelle. Ils pourraient faire des bébés et donner naissance à toute une descendance dans cette forêt. L'objectif, c'est qu'ils soient rapidement rejoints par d'autres lémuriens afin de bâtir un nouvel avenir où tous seront en sécurité. Déplacer les animaux pour les mettre à l'abri est toujours un dernier recours. Mais pour certaines espèces menacées, il n'existe aucun lieu sûr. On estime que c'est la plus grande perte de biodiversité due à une maladie de toute l'histoire. Tout a commencé par une énigme. Partout dans le monde, des chercheurs ont vu mourir ces animaux qu'ils aimaient. On a découvert des grenouilles malades. Des populations entières étaient retrouvées flottant sur le dos. Des millions d'amphibiens ont péri. Les images étaient bouleversantes. On a connu des moments de désespoir total. C'était dur. Et puis le coupable a été identifié. Une souche tueuse d'un champignon parasite appelé chytride. À ce jour, cette mycose a décimé plus de 90 espèces d'amphibiens et provoqué le déclin de plus de 500 autres. On retrouve ce champignon dans presque tous les milieux naturels autour du globe. Mais aucun pays n'est plus touché que le Panama. C'est l'épicentre de l'épidémie de chytride. Bray Rosenblum et Jamie Voiles sont à la recherche de survivantes. C'est calme. Oui, on entend beaucoup d'insectes. Mais pas de grenouilles. Pas la moindre grenouille. Non. Ça a tellement changé. Il y a 15 ans, elle faisait un boucan pas possible. On entendait plein de chants différents. Oui. Avant l'apparition de la maladie, cette forêt était une véritable salle de concert. Il existe de nombreux champs de grenouilles. Certains ressemblent au cri du bouc, d'autres au bruit d'une balle de ping-pong qui rebondit. Il y a des coassements brefs et aigus, ou au contraire très longs et très mélodramatiques. Les grenouilles sont essentielles. Elles mangent les insectes et nourrissent de plus gros prédateurs.
Autrefois, les forêts tropicales résonnaient de leurs chants. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Ces pertes sont catastrophiques et ça me brise le cœur. La situation est désespérée. C'est pourquoi il a fallu capturer les espèces les plus touchées. Des centres hautement sécurisés sont désormais le dernier refuge de nombreuses grenouilles du Panama. Elles ne quitteront peut-être plus jamais leur terrarium. Regarde celle-là. Ici, les chercheurs font de leur mieux pour garder ces grenouilles en bonne santé. Ils les élèvent pour les sauver de l'extinction. Malheureusement, il est parfois déjà trop tard. Cette grenouille est probablement unique au monde. Elle est le dernier spécimen vivant connu de son espèce. On n'a pas eu le temps de l'étudier. On voit disparaître des espèces dont on ignorait totalement l'existence. Le chytride, un champignon tueur d'amphibiens, continue de se propager. Mais on ignore toujours comment il se déplace. C'est un tueur en série en cavale, et on ne sait pas d'où il vient. On ne peut que remonter la piste de ses victimes. De nombreux éléments suggèrent cependant que les activités humaines y sont pour beaucoup. Les gens adorent les grenouilles, et c'est super. Mais ça veut dire qu'on va les capturer dans leur milieu naturel, qu'on prélève des centaines d'espèces différentes, porteuses de diverses maladies, et qu'on les expédie partout dans le monde. Le monde entier est touché. La maladie est difficile à contenir car elle voyage incognito. Toutes les espèces de grenouilles n'ont pas la même vulnérabilité à la maladie. Certaines sont touchées, mais n'en meurent pas. Elles sont un peu comme les zombies des films d'horreur. Elles propagent la maladie, l'introduisent dans de nouveaux milieux et contaminent d'autres espèces sans qu'on s'en rende compte, parce qu'elles sont asymptomatiques. Il est capital de cartographier l'épidémie, de savoir quelles espèces sont touchées et où elles se trouvent. Grâce à la liste rouge, on a pu faire comprendre aux gens l'ampleur du problème. Les populations d'amphibiens disparaissent à une échelle quasi inimaginable. Mais Brie et ses collègues ne se laissent pas abattre. Ils cherchent des solutions grâce à la génétique. Sur cette lamelle, il y a suffisamment de chytrides pour tuer des dizaines de grenouilles. Ce champignon est à la fois incroyablement beau et redoutablement mortel. On essaie de comprendre pourquoi certaines espèces sont si vulnérables à la maladie, quand d'autres passent complètement au travers. Et une partie de la réponse se trouve peut-être dans leur ADN. Certaines grenouilles ont peut-être des gènes résistants qui les protègent de cette infection mortelle. Si on parvient à les identifier, on pourra peut-être prédire quelles espèces sont les plus vulnérables afin de cibler nos efforts pour les protéger en priorité. Plus on comprendra les tenants et les aboutissants de cette maladie, et mieux on pourra combattre la prochaine vague.
Alors que Brie poursuit ses recherches, une découverte récente apporte une lueur d'espoir dans les forêts du Panama. Encore récemment, il n'y avait plus de grenouilles dans cette zone. Et puis on a entendu chanter. On a cru qu'on rêvait, mais aujourd'hui, on sait qu'elles sont là. Je l'ai! Cet amphibien est réapparu après avoir été au bord de l'extinction. Ça me fait tellement plaisir d'en voir un. Colostétus panamensis est si rapide qu'on le surnomme grenouille fusée. Il est très difficile à attraper. Il semble avoir développé une résistance naturelle aux chytrides, comme si la nature prêtait main forte aux scientifiques. Merci la nature. On voit réapparaître des grenouilles qu'on pensait totalement décimées. C'est une source d'espoir incroyable. Même s'il ne s'agit que de 4 ou 5 espèces sur plusieurs centaines, les étudier pourraient aider les chercheurs à en sauver beaucoup d'autres. De nos jours, on est capable de coordonner les solutions technologiques aux efforts de conservation sur le terrain. Ça n'avait jamais été possible avant. De tous les projets de la liste rouge, voici le plus grand, le plus audacieux et le plus ambitieux. Il implique 400 sites autour du globe, des centaines de scientifiques. Et un animal très spécial. Attention, on plonge! « 82 espèces de requins sont menacées, principalement à cause de la surpêche. Je trouve ça dingue que les requins existent depuis des centaines de millions d'années. Et qu'en quelques décennies, en un claquement de doigts, on ait presque réussi à les faire disparaître. Damion Chapman est à la tête de ce projet titanesque. Il a consacré sa vie à la protection des requins. Après avoir vu les dents de la mer, je n'osais plus laisser dépasser mon bras du lit, parce que j'avais peur que le requin soit caché dessous et qu'il me l'arrache. J'ai voulu tout apprendre sur les requins. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'ils n'étaient pas des monstres. J'ai eu un déclic. J'ai voulu les étudier et au bout du compte, essayer de les protéger. Damion s'est fixé pour objectif de trouver les derniers refuges des requins et de les protéger. Il pense qu'ils se cachent encore quelque part, dans l'immensité des océans. Et il a réuni une équipe internationale pour les débusquer. Le projet Global Finprint a pour ambition d'effectuer le plus grand recensement de requins au monde. On est partout. Et sur chacun des 400 sites, Damion déploie une technique ingénieuse pour vérifier la présence des squales. Des morceaux de poisson, 1 kilo exactement, dans cette cage, hors de portée, et une caméra vidéo pour filmer les animaux. Et on replonge. L'eau
L'odeur de l'appât attire des requins. Certains sont prudents. D'autres curieux. Certains sont affamés. Et si c'est un grand blanc? Il faudra racheter une caméra. C'est un aperçu de l'invisible, de ce qu'il se passe sous l'océan, en notre absence. Les résultats sont transmis par toutes les caméras, dans tous les océans. C'est colossal. On se concentre sur les récifs coralliens parce qu'ils sont menacés par le changement climatique. Les requins, qui en ont fait leur habitat naturel, seront les premiers à disparaître si on ne fait rien pour l'empêcher. Dans certains pays, l'étude confirme malheureusement cette inquiétude. Les requins disparaissent. Le pire, c'est en Asie du Sud-Est, probablement à cause de la pêche massive et du manque total de régulation. Mais certains endroits sont préservés. Le Pacifique s'en sort mieux que toutes les autres régions étudiées. On a trouvé des endroits où les requins sont très présents, où la conservation fonctionne. Il existe des zones de concentration importantes, où leur nombre permet d'espérer que les effectifs se reconstituent. Les résultats sont suffisamment concrets pour faire bouger les choses. Ce qui est bien avec ce recensement, c'est que lorsque je vais voir les politiques, qui ont le pouvoir d'agir en faveur de la protection des requins, j'ai des vidéos à montrer. Et leur visage s'illumine dès qu'ils voient les requins. Demion a déjà convaincu certains gouvernements de créer d'immenses sanctuaires pour les squales. Mais son rêve, c'est de sauver tous les requins. Et pour ça, il a besoin de l'aide de beaucoup plus de monde. Son équipe a compilé plus de 20 000 vidéos de requins. Il faudrait des années pour toutes les analyser. Mais Demion a une arme secrète. Vous me dites si vous connaissez celui que je montre. Les gens. Celui-là? Pointe noire. Requin à pointe noire. Demion a recruté une armée de scientifiques en herbe. Le plus gros obstacle aux travaux de conservation, c'est la main-d'œuvre. C'est pourquoi on a recruté des bénévoles de tous âges, des adolescents aux seniors. Ils viennent de tous les continents. C'est une collaboration internationale. Il est à Chicago avec ses dernières recrues. Je veux que vous comptiez le nombre de requins et de raies que vous voyez à l'écran. Ils apprennent à identifier les requins, puis analysent les vidéos. Requin de récif. C'est la nouvelle génération de spécialistes. En voilà un autre. On dirait un nez noir. Ce programme donne aux jeunes l'opportunité de nous aider et d'aider l'océan, même s'ils n'habitent pas près des côtes. Ces bénévoles représentent l'avenir de la liste rouge. La liste rouge est à l'avant-garde de la conservation des requins. Et on disposera bientôt d'un baromètre mondial. On espère faire encore progresser la connaissance sur cet animal. Les découvertes que feront ces jeunes sauveront des requins. À l'autre bout du monde, au Congo, les choses sont sur la bonne voie. Une idée portée à l'origine par seulement 2 personnes est aujourd'hui soutenue par tout un village. Le meilleur moyen de protéger les gorilles du Congo, c'est d'avoir le soutien des Congolais. Les villageois s'engagent à aider les gorilles. Et les conservationnistes les aident en retour.
Cette école, autrefois délabrée, est métamorphosée. Ils dépendent de la forêt et ils veulent vraiment qu'elle reste peuplée d'animaux sauvages. Tout le monde y gagne. Surtout ces fabuleux gorilles. Ils sont 150 à être sous la protection de ce village. Les gens sont l'arme secrète des projets de la liste rouge et de beaucoup d'autres. La plus grande réussite de la conservation, ce sont les gens. L'union fait la force. À Madagascar, on replante des arbres. C'est utile aux lémuriens et aux habitants. En Afrique, tendez bien la corde. De nouvelles équipes apprennent à attraper les girafes. Ensemble, elles ont posé plus de 250 balises GPS. En Indonésie, de nouveaux bénévoles s'engagent pour mettre fin au commerce des oiseaux chanteurs. Sur quel site? Chaque année, la menace s'aggrave. Mais chaque année, de plus en plus de gens rejoignent la lutte. On a besoin de tout le monde. Plus on sera nombreux à soutenir la nature, et plus nos chances de victoire seront grandes. Si les gens se rendent compte du pouvoir qu'ils détiennent, ils s'en serviront. Et très vite, on réussira à changer le monde. Un homme a eu l'idée d'établir la fameuse liste rouge. Et son idée a fait le tour de la Terre. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes unissent leurs efforts pour sauver les animaux qu'elles aiment.